Bonjour à tous, bienvenue, je suis Camille Lombardo et vous écoutez Nos Différences Invisibles, le podcast qui casse les préjugés sur les troubles du neurodéveloppement et donne la parole aux concernés. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire pleine d'espoir de Mathilde qui a vécu des moments compliqués avant de mettre un mot sur son trouble et d'apprendre à vivre avec. Bonjour. Déjà, merci Camille pour cette invitation à témoigner. Moi, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans, je suis une femme et j'ai reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle à l'âge de 22 ans, presque 23. Donc plutôt sur le tard, mais il y a plus tard. J'ai envie de témoigner parce que j'ai eu un parcours difficile et je voudrais dire aux personnes autistes qui sont en souffrance, parce qu'il y en a, ça peut être très dur de vivre ça. Je voudrais dire qu'on peut s'en sortir, on peut aller mieux, il ne faut pas désespérer. Voilà. Alors, donc comme j'ai dit, j'ai été diagnostiquée à l'âge adulte. Durant mon enfance, j'ai eu un diagnostic de dyspraxie visuospatiale. Qui en fait m'handicape assez peu actuellement. Juste, je suis stressée avec la voiture, mais j'ai quand même réussi à avoir le permis, et juste les sports de ballon, balle, tout ça, j'y arrive pas. Mais c'est un handicap très minime dans ma vie d'adulte comparé à mon autisme. Mais durant mon enfance, les professionnels n'ont pas vu mon autisme du tout. Voilà, j'avais des difficultés sociales, beaucoup, dès l'école primaire, au collège, au lycée aussi. Je suivais en fait, mais j'avais du mal à m'intégrer, à prendre la parole en groupe, tout ça. Mais en fait, c'est quand je suis entrée en master, donc j'avais 20 ans. Oui, c'est ça, j'avais 20 ans. En fait, je me suis inscrite en licence de lettres modernes et c'était assez proche de chez mes parents, donc j'y allais en bus, pas de souci. Et au moment de finir ma licence et d'entrer en master, là, le master n'est pas dans la ville qui se trouve à côté de chez mes parents, et donc je dois déménager. Donc à ce moment-là, je suis en couple, donc je n'habite pas seule, mais c'est quand même déjà 2 changements. Je me mets en couple, plus je déménage finalement quelques temps après, mais moins d'1 an. Donc ça fait beaucoup de changements dans ma vie. Et là, j'arrive dans une formation qui est très très difficile. C'est un master pour devenir prof, avec un concours. Et je craque en fait, complètement je craque. Et là, mon conjoint me demande d'aller voir un professionnel, parce qu'il dit mais ça va pas en fait. Je rentrais chez moi, je pleurais, j'étais pas bien du tout. Et donc je rencontre une psychologue du centre du service médico-psychologique universitaire qui pratiquait une thérapie psychodynamique, donc qui est orientée à partir de la psychanalyse, mais à l'époque je ne savais pas, j'y connaissais rien du tout. Et la thérapie ne fonctionne pas. Chaque fois que je rentre chez la psychologue, je pleure, je me dis mais même la psychologue elle peut pas m'aider, je vais jamais m'en sortir en fait. Et là, je commence à avoir des idées suicidaires, je commence à faire des scarifications. Donc là, ça commence à devenir vraiment problématique. Je voulais pas aller chez le médecin juste pour ça, mais je me rendais pas compte en fait que c'était grave. Et après, avec les conseils de mon conjoint, de ma meilleure amie, de la psychologue, je finis par aller chez le médecin. Donc elle me met sous antidépresseurs et anxiolytiques. Et entre-temps, j'apprends que en fait, la psychanalyse, ça a des résultats pas terribles, franchement pas terribles. Et donc je décide de changer de thérapeute. Donc j'essaye la psychologie positive, mais ça marchait pas plus que ça non plus. Les antidépresseurs et l'anxiolytique ne marchent pas non plus. Donc je m'enfonce. Et je finis par faire une tentative de suicide. Donc j'avais sorti, j'étais donc sous antidépresseurs et mon conjoint avait caché mes médicaments parce que j'avais peur de les prendre en grosse dose, et en fait je les ai retrouvés
Mais à ce moment-là, j'ai envoyé des messages d'adieu à ma meilleure amie qui a tout de suite téléphoné aux pompiers. Et les pompiers m'ont récupérée avant que j'aie eu le temps de faire quoi que ce soit, donc j'ai aucune séquelle, ça c'est bien. Et donc là, je me retrouve hospitalisée en psychiatrie et le psychiatre que je rencontre dit il y a peut-être de l'autisme. Et là, ma mère elle dit mais depuis toute petite, je pensais à ça. Donc ma mère parle beaucoup avec le psychiatre et le diagnostic d'autisme semble une piste intéressante. Et après, je pars dans un autre service où on ne parle plus d'autisme. Enfin, j'ai été un peu trimballée de psychiatre en psychiatre. Il y en avait qui disaient que oui, il y en avait qui disaient que non. Et en sortant de l'hôpital, je suis suivie en hôpital de jour, où là, la psychiatre, elle fait partie des psychiatres qui disent que plutôt non, mais elle décide de me faire le dossier pour le CRA, donc Centre Ressources Autisme, pour vérifier. Donc, je suis suivie en hôpital de jour, mais je commence à aller mieux, mais c'est pas encore ça. Je suis réhospitalisée, je refais 2 tentatives de suicide par pendaison à l'intérieur de l'hôpital. C'était vraiment une période compliquée. Et 7 mois après avoir constitué le dossier pour le centre ressources autisme, le centre du coup traite mon dossier. En fait, ils ont fait une réunion avec mes infirmiers référents de l'hôpital de jour, mais moi je n'y suis jamais allée. Par contre, ils avaient un questionnaire de ma part et un questionnaire rempli par mon conjoint et aussi des lettres faites par ma mère. Et donc ma psychiatre de l'hôpital de jour, en ayant lu ces lettres, m'a dit « Ah oui, finalement, l'autisme, c'est fort probable ». Et donc le centre ressources d'autisme pose le diagnostic trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, donc ce qu'on appelait avant Asperger. Et à partir de là, je rencontre une nouvelle psychiatre à l'hôpital de jour qui me essaye un nouveau neuroleptique. J'en avais essayé plein qui ne marchaient pas super bien. Et là, elle trouve le médicament qui me calme. Et donc, même en crise suicidaire, en fait, je prends du médicament, je dors, mais au moins j'arrête de souffrir. Et donc, j'ai commencé à aller mieux. Avec le diagnostic, la psychiatre a beaucoup abordé avec moi la question de la fatigue, avec les infirmiers aussi. Donc, pas réviser toute la journée pour mon concours, parce que après je deviens épuisée, je deviens angoissée et je n'arrive plus à rien. Donc c'est pas bon ni pour le concours ni pour ma santé. Et donc petit à petit, j'ai appris à vivre avec mon autisme, gérer surtout cette question de la fatigue. Et après, j'ai commencé à aller de mieux en mieux. Et pour le 3e essai, j'ai enfin obtenu mon concours de prof. Donc voilà, enfin une victoire, enfin une amélioration. J'ai fait un dossier à la MDPH, donc Maison des personnes handicapées. Donc pour avoir la RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ainsi que l'AH, donc allocation adulte handicapé, pour pouvoir travailler à mi-temps parce que je suis épuisée et avoir quand même un peu d'argent, un revenu correct. Actuellement je suis prof, je travaille à mi-temps et ma santé ça va de mieux en mieux. J'ai arrêté l'hôpital de jour. Je suis suivie en CMP, donc centre médico-psychologique. J'ai à peu près un rendez-vous par semaine. Avant l'hôpital de jour, c'était assez conséquent. J'étais souvent, quand même, plusieurs fois par semaine. Donc en ce qui concerne mes manifestations de l'autisme au quotidien, au niveau sensoriel, je suis très sensible au bruit et à la lumière. Donc là par exemple comme c'est l'été, j'ai un énorme chapeau et des lunettes partout où je vais. Et au niveau du bruit, j'ai souvent des bouchons. Donc comme je suis prof, les élèves ça fait du bruit. Donc des fois ça m'arrive de faire cours avec les bouchons et ça m'empêche pas de les entendre quand ils me posent des questions quand je suis auprès d'eux. Et après quand je parle à la classe entière, là j'enlève les bouchons. Donc voilà, j'arrive à gérer à peu près avec mes particularités sensorielles. Je suis hyposensible au niveau du toucher.
Je suis tout le temps en train de tripoter mes cheveux et j'ai une boule de massage, c'est une sorte de balle avec des picots que j'utilise dans les situations sociales, donc dans les rendez-vous, quand je fais cours. D'ailleurs, ça amuse beaucoup mes élèves. J'ai aussi un collier à mâcher parce que j'ai tendance à serrer les dents. Ça s'appelle des stéréotypies, ce genre de mouvements répétés. Voilà. Alors, moi, depuis que j'ai mon diagnostic, donc je développe beaucoup d'outils pour mieux gérer mes émotions. Et ça fait très longtemps que j'aimerais aider d'autres personnes autistes avec ces outils-là, et je savais pas trop comment faire. Et j'ai eu l'idée de concevoir un agenda pour les personnes autistes. Donc je suis en train d'élaborer ce projet et je l'ai proposé à Autisme Diffusion, qui m'a dit qu'ils allaient voir et ils allaient me tenir au courant. Donc pour moi c'est une grosse victoire et j'aimerais bien pouvoir proposer cet agenda à plein de personnes. Et dedans il y a des outils de gestion de crise et gestion des émotions, suivi des émotions jour par jour. Donc ça c'est mon grand projet du moment. Et pour mon avenir, moi je rêverais d'avoir un enfant un jour, mais c'est très compliqué parce que je suis extrêmement fatiguée. Je pense qu'au niveau sensoriel, ça peut aller parce que s'il crie, je peux mettre mes bouchons. Enfin, j'ai l'habitude avec les élèves, donc ça va, mais c'est vraiment la fatigue de. Je me dis mais si j'ai un petit bébé, je dormirai pas bien la nuit. Comment je vais faire en fait? Donc pour l'instant, je ne suis pas prête et mon conjoint n'est pas prêt non plus. Mais bon, j'ai le temps, hein, franchement, ça va. Et si j'avais un message à faire passer à travers ce témoignage, c'est que quand on est autiste et quand on est en souffrance, on peut s'en sortir. C'est alors, je vais pas employer le mot pathologie parce que c'est pas une maladie, mais c'est on va dire une condition neurologique qui n'impose pas de souffrir. Le fait de souffrir, en fait, c'est le fait de camoufler, donc c'est-à-dire faire comme si on n'était pas autiste, en faisant de l'imitation sociale, d'être fatigué, tout ça, ça peut déréguler les émotions. Mais une fois qu'on connaît son autisme, qu'on apprend à vivre avec, ça peut aller beaucoup beaucoup mieux. Et je suis pas la seule personne, je connais d'autres personnes autistes qui ont beaucoup souffert, qui ont été hospitalisées en psychiatrie et qui vont beaucoup mieux actuellement. J'ai aussi un message spécial à toutes les femmes autistes. Les petites filles sont poussées par notre société à être plus sociables, être plus dans l'empathie, et c'est quelque chose en fait qui fait que quand on est une femme autiste, on a beaucoup plus tendance à camoufler que les hommes autistes. Et donc message spécial aux filles et aux femmes parmi vous. Essayez le plus possible d'être vous-même et n'ayez pas peur qu'on vous juge ou voilà. Et faut savoir que le camouflage, donc très présent chez les femmes autistes, est aussi un facteur de mal-être et de crise suicidaire, car les femmes autistes se suicident beaucoup plus que la population générale. Donc voilà, c'est vraiment important d'accepter son autisme, de le faire accepter aux autres. Et j'ai remarqué aussi que quand on prévient les autres de notre autisme, on a tendance à moins camoufler. Donc c'est un conseil que je peux donner. Moi j'ai rencontré essentiellement des personnes bienveillantes, c'est pas toujours le cas malheureusement. Mais quand on se sent en confiance avec les personnes, ne pas hésiter à parler de notre autisme pour être comprise et moins camoufler. Voilà, donc j'ai rien d'autre à ajouter. Encore merci Camille pour cette invitation à témoigner et courage à toutes les personnes autistes qui peuvent m'écouter. Merci. Mathilde nous a parlé du suicide chez les personnes TSA et notamment chez les femmes avec TSA. J'ai donc décidé de m'intéresser aux statistiques existantes à ce sujet. J'ai découvert qu'une étude suédoise avait été menée par Hervikowski en 2016 et qu'elle s'était intéressée à la mort par suicide chez les personnes avec TSA sans déficience intellectuelle.
Cette étude a permis de placer le suicide comme étant l'une des 3 principales causes de mortalité prématurée chez les personnes avec TSA sans déficience intellectuelle. Le groupe étudié était 9 fois plus susceptible de se suicider que des personnes sans TSA. Quant aux femmes autistes, elles étaient plus de 13 fois plus susceptibles de se suicider par rapport aux femmes de la population générale. Une étude réalisée sur 20 ans aux États-Unis est venue appuyer les résultats obtenus par l'étude suédoise. De plus, il faut prendre en compte le fait qu'il y a encore très probablement beaucoup de personnes TSA non diagnostiquées et que les médecins ont souvent du mal à déclarer le suicide d'une personne ayant des troubles de la communication, ce qui très probablement augmenterait encore les chiffres. Merci infiniment Mathilde pour ce témoignage enrichissant. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit message à Mathilde en commentaire. Dans le prochain épisode, nous découvrirons l'histoire d'Ariane et sa famille. C'était Camille Lombardo et vous avez écouté le premier épisode de Nos Différences Invisibles, le podcast qui casse les préjugés en matière de TND et donne la parole aux concernés. À très vite!